que c'est ça, l'infertilité, c'est vouloir un enfant à tout prix, tout mettre sur pause dans ta vie, littéralement tout, ton travail, ta relation familiale, c'est difficile sur le couple, c'est difficile sur la santé, tout, ton sport, tu le mets de côté. Tu sais, l'alcool, ça met de côté aussi ton temps, tes repas, tu changes tout, dans l'espoir d'avoir un enfant puis de pouvoir partager une vie future avec cet enfant-là. Tu n'es même pas sûr que ça va fonctionner. À chaque fois que tu fais un traitement ou que tu vas de l'avant ou tu as un transfert ou peu importe, puis que ça ne marche pas, c'est un deuil, ça fait mal, c'est horrible. Tu as toujours l'impression que c'est la fin. Puis le commentaire qui revenait le plus souvent, c'était « Tu dois apprendre à lâcher prise, tu dois apprendre à laisser aller quelque chose sur laquelle tu n'as aucun contrôle. » Si c'est la peine d'en parler ou pas. Moi, j'ai trouvé qu'en parler, oui, des fois, tu fais face à des commentaires qui sont un petit peu maladroits ou quoi que ce soit, mais ça fait aussi que tu as un réseau de support incroyable quand tu as des nouvelles difficiles ou quand tu as des nouvelles positives aussi. Hey, salut Christine, comment ça va? Salut, ça va très bien toi-même? Oui. Est-ce que tu voudrais commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Oui, Christine Aubin. Dans mon cas, en fait, j'ai eu un long parcours en infertilité. Puis c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Nous, on s'est découvert à travers ma plateforme Lâcher prise sur Instagram. Donc, c'est une plateforme que j'ai partie quand j'étais dans mes derniers transferts avant de tomber enceinte là, en 2023. Puis, c'est ça, mais nous, on s'est rencontrés à travers ça. Donc, Oui, puis là, parce que dans le fond, le balado, c'est pour mieux vivre les menstruations. Oui. Des fois, les menstruations, c'est juste un petit désagrément comme ça, quelque chose qu'il faut gérer. Des fois, c'est une source de soulagement parce qu'on avait donc peur de tomber enceinte. Hein? Moi, mes premières années de menstruation, on en parlait tantôt. Oui. Souvent, c'était « Ah, fiou! » Puis là, parce que, tu sais, souvent, on dit « Faites attention, on peut tomber enceinte quand on a un cycle menstruel et tout. » Fait qu'on pense que ça se fait donc facilement. Puis là, le jour où est-ce qu'on décide de vouloir avoir un enfant, Oui. pour certaines personnes, comme toi puis moi, on réalise que finalement, c'est pas si facile que ça. Non. Puis là, les menstruations prennent un tout autre sens. Là. Oui. Je sais pas, toi, comment tu le vivais pendant que, à partir du moment où tu as décidé que tu voulais avoir un enfant, Oui. les premières menstruations arrivent. Puis au début, on sait pas que c'est un parcours en traitement d'infertilité qui s'en vient. Là. Non. Donc là, veux-tu commencer par la première? Oui, je peux en parler un petit peu. En fait, mes menstruations ont pas mal guidé mon parcours d'infertilité. Ça a vraiment été, dans mon cas, ça a été un premier signe. Quand j'avais environ 20 ans, j'ai arrêté de prendre la pilule, puis pendant un an, j'ai pas eu de menstruation. Rendu là, j'en parle un petit peu à ma mère, on lève c'est un red flag. Tu avais commencé à prendre la pilule? J'avais pris la pilule avant, j'avais un chum plus stable. Quand j'ai arrêté, pendant un an, j'ai pas eu de menstruation. OK. Donc, ma mère m'en va voir mon médecin de famille à ce moment-là. Puis, le médecin commence à dire, bien, évidemment, c'est pas normal. On va te faire une batterie de tests. T'es chanceuse. J'ai vraiment été... Oui, j'ai été chanceuse. Je reprends la pilule. Oui. Aussi, ouais. Ça va les régulariser. Ouais. Non, c'est ça. Fait qu'elle a commencé à creuser un petit peu plus. Donc, j'ai fait des prises de sang, des échographies. Et, ils m'ont envoyé passer un IRM aussi. Ils ont vraiment creusé un peu. Ils n'ont pas vraiment trouvé de diagnostic en tant que tel. Ce qu'elle m'a dit, c'est on pense que tu as peut-être une hypophyse qui est un peu paresseuse. L'hypophyse, c'est la glande qui gère les hormones. Okay. Donc, pas assez d'estrogène ou de progestérone, un débalancement ou quoi que ce soit. Elle m'a dit, tu sais, tu es encore jeune. Elle dit, ce que je te conseille, c'est grosso modo, 2 options. Soit que tu recommences à prendre la pilule ou que tu prends des suppléments de progestérone et estrogène. La raison principale, c'est que si j'ai un débalancement au niveau de l'estrogène, si je ne me trompe pas, éventuellement, ça peut amener à de l'ostéoporose sur le long terme. OK. Fait qu'elle dit justement pour éviter que tu aies des problèmes plus tard, elle dit choisis une de ces 2 méthodes-là. J'avais 20 ans, je me dis, je vais juste reprendre la pilule, me semble que c'est la solution que tout le monde prend. Fait que j'ai continué là-dessus. Juste précision, les suppléments de progestérone, estrogène, c'est pas un anovulant. C'est vraiment juste un supplément. Vraiment juste des suppléments, un peu comme on prend dans le processus de fertilité là, ou quand tu es en ménopause. Oui. Par exemple. Donc, c'est ça. Puis, elle m'a dit, à 30 ans, fais une analyse pour voir ta réserve ovarienne à l'air de quoi. Si tu n'as pas eu d'enfant d'ici là et si tu en veux, va évaluer. Donc, à 30 ans, j'ai suivi ses conseils. Elle m'a donné, j'ai eu une prescription pour être capable d'aller voir justement un médecin spécialisé en fertilité.
regarder. Puis, tout avait l'air correct de la manière qu'il en parlait quand j'ai fait l'analyse à ce moment-là. La médecin disait, écoute, t'as pas vraiment gros de problème. Par contre, le moment que je me rappelle le plus, en fait, c'est que j'étais à l'hôpital. Ils m'ont fait passer une échographie. Puis, c'était une petite salle, ça devait être même pas un 10 par 10, là, c'était minuscule. J'avais la médecin qui regardait pour voir, tu sais, mes ovaires ont l'air de quoi. Puis, moi, je dis, ah, t'as des ovaires polykystiques. Puis, tout Ouais. ce que je me rappelle, c'est ça. Puis, elle est partie. Puis, j'étais comme, ben, je peux savoir plus d'informations. Ah, t'en parleras à ton médecin. Puis, ça a juste arrêté là. OK. Puis là, je me suis mis à stresser. Puis là, évidemment, j'ai googlé tout ce qui existait sur les ovaires polykystiques. Puis les premières choses qu'ils disent, c'est les choses qui sont les plus connues, on va dire, par rapport aux ovaires stéréotypés, on va dire ça comme ça. C'est la prise de poids, la perte de cheveux, des hormones masculines un petit peu plus présentes, donc un look un petit peu plus masculin. J'ai commencé à stresser un petit peu. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Je veux-tu prendre plus de poids? Qu'est-ce qu'il y en a? Pourquoi ça vient de m'arriver? Tu comprends pas trop d'où ça vient. Hey, c'est ça, parce que ça venait pas juste de t'arriver, c'est Non. ça la réalité, tu C'est sais. ça, c'est ça. Puis je tiens à dire aussi, à ce moment-là, ma menstruation n'était pas plus régulière quand j'ai arrêté de prendre la pilule à 30 ans pour embarquer dans ce processus-là, OK. parce qu'il fallait que j'enlève les hormones synthétiques. Ben là, à ce moment-là, ce qu'on m'a dit, c'est que tant que tes menstruations ne reviennent pas, ben tu peux pas faire le test. Fait qu'on a attendu, jusqu'à temps qu'ils me donnent la progestérone pour déclencher les menstruations. OK. Puis là, on parle des menstruations de cycle de 45, 60 jours, puis des fois pas mal plus que ça. OK. Fait que ça a vraiment, vraiment été long. Puis au fil des années, ça l'a raccourci un petit peu, mais tu vois, je suis encore à 40-45 jours. Là. Fait que, OK. ouais, Fait que, mon cycle à moyen est long. ben, c'est Ce ça. qui est souvent très le fun quand tu veux pas d'enfant, Ouais. qui est un peu plus complexe quand t'en veux. Oh oui, mon Dieu. Puis là, quand tu perds un cycle, là, oh non, tout est long. Oui, Ah. oui. Ben, tu sais, un peu comme on disait, tu sais, dans un processus de fertilité, tout le processus est basé en fonction de ton cycle. Tout est fait en fonction de ta première journée de menstruation. Puis là, il faut que tu prennes des médicaments rapidement, tu sais, dans les premiers jours. Et là, tu attends ton ovulation. Là, puis souvent, il t'a déclenché si c'était pas au naturel. Ouais. Et après, ben, tu attends de voir si ça fonctionne. Puis si ça fonctionne pas, ben, tu recommences un nouveau cycle. Puis il faut t'attendre. Fait que c'est beaucoup d'attentes dans tout ça. Ouais. Puis là, toi, dans le fond, quand tu es allée faire ton bilan de réserve ovarienne, là, est-ce que à ce moment-là, tu es en processus de vouloir un enfant ou non, tu as juste écouté ta médecin à 30 ans? C'était ça? J'ai juste écouté ma médecin à 30 ans, exactement. OK. Puis le résultat était que j'ai encore beaucoup d'ovules. Donc, eux, ils ne stressaient pas trop avec ça. Ils disaient, tu as encore le temps, là, à 30 ans, tu as encore beaucoup de temps pour tomber enceinte. OK. Puis, je n'ai pas ressenti le besoin de congeler mes ovules. D'autant plus qu'à ce moment-là, ben, c'est payant. Oui. Je veux dire, à 30 ans, tu n'as pas toujours les moyens de payer des 2, 3, 4, 5 000 piastres pour congeler des ovules. Là. Effectivement. Puis là, on t'annonce que tu as des ovaires polykystiques, Oui. mais on te l'annonce comme sans flash. ça. C'est ça, c'est le point d'une table, là. Ouais, c'est ça. Puis là, toi, qu'est-ce que Ouais. tu changes comme habitude? Tu reprends la pilule ou tu reprends... Non, j'ai arrêté de prendre la pilule à partir de ce moment-là. Donc, j'ai arrêté. Tu n'as jamais recommencé, Non, là? j'ai jamais recommencé la pilule. J'ai vraiment enlevé j'ai essayé d'enlever le plus d'hormones possible. OK. Puis c'est à partir de ce moment-là que je commence à méditer un petit peu plus sur qu'est-ce qui cause les ovaires polykystiques, d'où ça vient, les différentes formes d'ovaires polykystiques aussi. Je veux dire, je ne suis pas médecin ou spécialisée là-dedans, mais je sais qu'il y a différentes formes aussi. Ça ne se manifeste pas de la même manière chez tout le monde. Ouais. Dans mon cas, c'était vraiment comme une anovulation ou une ovulation vraiment irrégulière, ce qui fait que j'ai des menstruations qui durent indéfiniment et qui fait que même si j'ovule, mais mon ovule n'est vraiment pas de bonne qualité. Donc, Ouais. ça rend évidemment le concept de conception de bébé beaucoup plus difficile. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à regarder qu'est-ce que je pouvais faire, regarder les produits ménagers aussi qui ont certaines OK. qui peuvent affecter les hormones. Perturbateur endocrinien. Exactement. Je veux dire, j'ai arrêté de mettre du parfum. J'ai changé, comme je disais, l'ensemble de mes produits pour des produits idéalement qui limitent les produits chimiques. Là. Ouais. Ouais. Là, quand tu rencontres... Tu n'as pas rencontré ton chum à ce Non, pas moment-là? encore. Pas encore. Il arrive plus loin dans l'histoire. Oui. Veux-tu continuer? Oui. Bon. Ouais, donc, j'ai rencontré mon conjoint Pierre-Luc. J'avais 32 ans, si je ne me trompe pas. OK.
Puis lui avait déjà un petit garçon, donc on commence à se côtoyer. Puis là, on commence évidemment, rendu à cet âge-là, c'est la question, veux-tu des bébés? Vient assez rapidement parce que tu ne peux pas attendre 5 ans avant d'en parler. Fait qu'on on est rentré dans le sujet assez rapidement, d'autant plus que lui aussi, de son côté, avait des enjeux au niveau de la fertilité. Donc, on s'est retrouvés tous les deux avec des enjeux. Et je dirais peut-être l'avantage, l'avantage, si on veut, Ouais, regardons le côté positif, ouais, ouais. était que les deux, on était au courant un peu de qu'est-ce que ça prenait. Puis il n'y avait pas la faute sur l'un ou sur l'autre. Ou, tu sais, fait que la notion, puis on pourra peut-être en parler un petit peu plus tard, mais la notion de culpabilité qui vient avec le processus de Ouais. fertilité, d'autant plus quand c'est toi qui le portes, nous, il était partagé. Fait que c'est sûr que ça aide un petit peu de ce côté-là. Mais ça nous a permis aussi de rapidement rentrer dans le processus en sachant que ça pouvait être extrêmement long. Tu vois, on est rentré dans le processus, je devais avoir 33 ans, peut-être 1 an après qu'on se soit rencontrés. On est tout de suite allé en clinique de fertilité. Puis ça nous a pris 3 ans avant que ça fonctionne. Donc, ça a été, Ça peut paraître long, mais dans le fond, c'est pas si pire. Tout est relatif, c'est ça. Quand tu es dedans, c'est extrêmement long. Mais il y en a que ça peut prendre énormément plus de temps aussi. On a eu la chance aussi que ça termine bien. Mais c'est pas tout le monde que ça arrive. Oui, parce que c'est pas facile en parler pendant qu'on le vit. Non. Je pense que c'est ça. Il y a une différence entre en parler pendant qu'on le vit, puis une fois que, OK, bon, ben, phew, ça a marché, au moins une première fois. Oui. Tu vois pas les choses de la même manière. Ouais. Tu ne vis pas pareil non plus. Tu sais, je veux dire, à chaque fois que tu fais un traitement ou que tu vas de l'avant ou tu as un transfert ou peu importe, puis que ça ne marche pas, c'est un deuil. Ça fait mal, c'est horrible. Tu as toujours l'impression que c'est la fin. Là. Puis, tu sais, je pense que toi aussi, tu l'as vécu. Fait que je ne sais pas, toi, tu le vivais comment? Là, mais... Ah, ben là, moi, à toutes les fois là, que les menstruations arrivaient, là, mettons, OK, je me rends compte dans la douche. Là, je sais que là, il faut que je sorte de la salle de bain puis que là, j'annonce. C'est un projet de couple, là. Ouais. C'est un projet d'équipe. Fait que là, bon, ben, je suis menstruée. Ouais. Tu sais, comme t'essayes un peu, tu vis l'émotion, mais tu sais, j'essayais de la vivre comme intensément, rapidement pour passer à d'autres choses parce que, comme tu dis, c'est un deuil. Ouais. Fait que là, ben, moi, j'essaie de faire mon deuil rapidement. Oui. Oui. Là, j'essaie tout de suite, je regardais. C'est le côté positif en avant. Pas d'après, OK. Oui. C'est ça. Qu'est-ce que je vais faire différent? Oui, tu essaies de reprendre le contrôle un peu sur une situation que tu n'en as pas. Ça vient le non-lâcher-prise. Juste rapidement, juste faire une parenthèse là-dessus. Dans mon entourage, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs personnes qui ont passé par un processus de fertilité, la majorité par la FIV, donc par la fécondation in vitro. Il y en a qui ont eu des résultats super positifs, il y en a qui ont passé par l'adoption aussi. Fait que, j'ai vraiment eu différents parcours. Puis j'avais fait une sorte de focus group pour essayer de comprendre un peu, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces femmes-là? Comment est-ce qu'on le vit? Eux avaient tout abouti, ils étaient soit enceintes ou, comme je disais, avaient adopté ou quoi que ce soit. Moi, j'étais encore dans le processus sans savoir qu'éventuellement, ça pouvait bien déboucher. Fait que c'était vraiment intéressant de les entendre. Puis le commentaire qui revenait le plus souvent, c'était tu dois apprendre à lâcher prise, tu dois apprendre à laisser aller quelque chose sur laquelle tu n'as aucun contrôle. Parce que c'est ça, l'infertilité, c'est vouloir un enfant à tout prix, tout mettre sur pause dans ta vie, littéralement tout, ton travail, ta relation familiale, c'est difficile sur le couple, c'est difficile sur la santé, tout, ton sport, tu le mets de côté. Tu sais, l'alcool, ça met de côté aussi tes repas, tu changes tout, dans l'espoir d'avoir un enfant puis de pouvoir partager une vie future avec cet enfant-là. Tu n'es même pas sûr que ça va fonctionner. Puis, jusqu'à un certain point, comme je disais, il faut que tu lâches prise sur ce contrôle. Tu serais censé penser dans c'est ça. Tu veux tellement avoir de contrôle sur une situation que tu n'en as pas. Puis, tu sais, je veux dire, toutes celles qui ont déjà voulu un enfant ont déjà fait pipi sur le petit bâton avec un résultat négatif. Puis, je ne sais pas pour toi, mais tu sais, moi, généralement, ça n'arrêtait pas sur un petit bâton. Je veux dire, j'en avais 2, 3 autour pour être sûr mais c'est peut-être pas bon. Je l'ai peut-être pris trop tôt ou peut-être que... Mais la ligne est peut-être là, puis là, tu es là dans la fenêtre, puis tu essaies d'évaluer s'il y a vraiment une ligne. Puis, tu sais, c'est tous des moments qui sont extrêmement difficiles. Puis, tu sais, ça reste avec ton cycle. Ça revient tout le temps au fait que, bon, ben finalement, tu es tombé dans ta semaine. Puis, c'est souvent l'annonciateur. On dit que c'est le moment où c'est déterminant, c'est définitif, puis là, tu n'as pas le choix de passer à autre chose. Fait qu'il n'y a pas de bonheur autour de ce moment-là. Là, c'est vraiment difficile.
Puis Ouais. c'est d'élever. Puis ça vient aussi avec tout son lot d'émotions aussi. Ah oui. Ou, Tu te rappelles-tu la première fois que tu as eu un résultat négatif? Tu avais passé par fécondation, toi, ou par insémination? moi, on essayait plusieurs. Moi, j'avais d'abord des résultats. Moi aussi, j'ai des ovaires Oui. polykystiques. Moi, je n'avais que des résultats négatifs de tests d'ovulation. Oh. Avec là, je comprenais pas, tu sais. Oui. J'ai dit, ben voyons donc, tu sais. Fait que moi, ça a commencé par là. Oui. Puis je n'ai que eu des tests négatifs. Moi, j'essayais pas d'en refaire un autre. Il y en C'était avait tout le temps pas. négatif. Il y en OK. avait pas les quand même bien, tu sais. Ouais. Fait que, ou même, je me suis fait rendre à un moment donné, ça a l'air que t'as la ligne qui peut apparaître comme 2-3 heures après. Oh non. Mais tu sais, comme Ouais. fait que là, tu laisses là, tu sais, t'as fait ton deuil, puis là, 2-3 heures. C'est vrai. Ah, mais là! Puis là, Ouais. Puis là, tu te fais avoir, puis c'est comme. Oh. non, mais là, tu te fais, c'est ça, tu Ouais. serais attends, non, ça peut arriver. Mais en fait, mon chum avait lu, serait attends, non, OK. Marielle, ça peut arriver que. Ouais. Même la fois que je suis tombée enceinte, ben, les 2 fois que je suis tombée enceinte, j'ai fait le test. Puis là, je voyais tout pâle, mais nous, on n'avait jamais eu de test Ouais. positif. Fait que là, C'est un faux positif? non, Non? moi, j'étais là. Ah. C'est ça, OK. là. Mon chum, il voulait pas. Il était, Ouais. ben non, là, c'est ben trop pâle, là. C'est toutes les- J'étais, Oui. Non, moi, je le sais, là, il y en a Il y en pas avait du pas? tout. Il y en a Regardez. jamais, il y en a jamais. Là, c'est ça, ça arrive. Fait que, oui, c'est tout Oui. un lot d'émotions, là, qui arrive avec ça. Puis, écoute, mais ça fait partie de la vie. C'est d'encaisser. Ouais. Puis, Ouais. suivant, là. Puis, tu sais, nous, de la manière qu'on l'apprenait en fécondation in vitro, en fait, c'est même pas tes menstruations qui te l'apprennent, c'est une infirmière qui Oui, te l'apprend. ben oui. Parce que tu as, grosso modo, de la manière que ça fonctionne, c'est que tu as tous tes traitements avant pour augmenter tes hormones, pour t'assurer que tu es vraiment dans un environnement parfait, pour que t'assurer que ton corps produit l'environnement parfait pour l'embryon qui va être transféré. Puis ensuite, il déclenche ton ovulation. Dans mon cas, c'était vraiment par injection. Il déclenchait l'ovulation. Après, bon, t'attends 10 jours, si je me trompe pas, parce que j'avais un embryon de 5 jours. Ouais. Donc, t'attends ces 10 jours-là. Tu vas faire une prise de sang pour évaluer, bon, est-ce que tu as un taux de HCG dans ton corps ou pas. Et là, t'attends l'appel de l'infirmière. Et là, Ah. c'est la torture, parce que tu sais pas quand est-ce qu'elle va t'appeler. C'est en après-midi. Ouais. Puis ça tombait toujours des vendredis, dans notre cas. Je sais pas pourquoi. Ouais, tant mieux, là, parce que c'est. Ben, c'est ça. Essayer. Non, mais c'est impossible d'être concentré. Ah non, oublie ça. Je veux dire, je prenais congé à chaque fois parce que ton cerveau est juste pas là. Je regarde le téléphone. Puis, tu sais, c'est un peu comme quand t'es jeune et t'attends l'appel d'un garçon. Là, t'es comme, ça devient obsessif. Puis les infirmières, ils n'ont pas toutes le même pattern, dans le sens que ils appellent-tu celles qui sont positives en premier ou ils appellent celles qui sont négatives? Ben, c'est ça. Ça dépend. Ça dépend lesquelles. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'ils appelaient les négatifs en premier. Puis j'ai été appelée souvent dans les débuts d'après-midi. Oh non, moi, je pense Ouais. qu'ils me faisaient étirer ça. Là. Ah, ouais. Ouais, justement, j'aurais mieux aimé savoir tout de suite. Ouais. Mais en même temps, si tu es enceinte, tu veux savoir aussi. Oui, mais c'est ça. En tous les cas, tu veux juste le savoir. En fait, dis-moi le juste jamais si c'est négatif. Ouais. C'est vrai, tu as raison. Quand on est entré en traitement de fertilité in vitro, Oui. C'est pas les menstruations qui nous l'annoncent, mais ça vient quand même. Oh, ça vient après. Je veux Ouais. dire, c'est juste, Ouais. on dit ça drastiquement, mais c'est coup de couteau dans la fin. Tu sais, je veux dire, c'est la. Tu sais déjà, de toute façon. C'est ça. Tu Tu fais juste tes attends. Ouais. Tes attends, mais tes attends en ayant la peine. Puis, tu sais, Ouais. je me rappelle, mon chum, comme, mais tu sais, fais quelque chose qui te fait plaisir, va au spa, va prendre une coupe de vin, tu sais, toutes ces choses que tu peux pas faire durant les 2 semaines d'attente parce que tu fais comme si tu étais Ouais. enceinte. Puis je veux dire, ça me tentait pas. Je voulais pas prendre l'alcool parce que je voulais juste être dans un mode où je pouvais pas en prendre. Tu sais, je voulais être enceinte. Je pouvais pas en prendre. Puis fait que c'était vraiment difficile. Puis je me rappelle la première fois, parce que nous, on a eu 4 transferts. Dans le fond, on a eu une IFUV, mais on a eu 4 transferts avant d'avoir notre petite Florence. Puis je me rappelle le premier, on était en janvier. C'était une température horrible dehors. Là. Tu sais, je veux dire, c'était boiteux. Il faisait quand même assez chaud, mais tu sais, c'était vraiment pas très beau. Tout était gris. Tu sais, ça fitait le moral. Puis on a appris la nouvelle. Puis je sais juste que j'ai pas été capable de finir la conversation avec l'infirmière. J'ai complètement décroché. Je me suis mis à pleurer. C'est mon chum qui a comme fini le relais là-dessus. Puis à ce moment-là, on s'est juste comme dans la journée, on a juste décidé de ne pas la passer ensemble, la fin de journée. OK. J'étais allée voir une de mes amies, puis j'ai passé l'après-midi avec elle. Lui, de son côté, il a fait ce qui lui faisait du bien, puis ce qu'on s'est rendu compte aussi. Puis, tu sais, on en parle plus ou moins à quel point c'est difficile sur un couple, mais tu sais,
vivre un deuil à deux, c'est difficile, surtout quand le deuil est partagé. C'est pour la même raison. C'est que tu peux pas toujours compter. Je veux dire, mon chum a toujours été mon support là-dedans, mais c'est qu'à un moment donné, lui aussi a à vivre ses émotions, lui aussi a à vivre son deuil. Puis c'est difficile en tant que couple de se supporter. Puis nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on n'y vit pas de la même manière. Tu disais, toi, ton but, c'était de vivre ton deuil le plus rapidement possible puis de passer à autre chose. Ben, moi aussi, j'étais comme ça. Puis j'étais comme, OK, mais je vais juste pleurer un gros coup. Là, je vais tout donner ce que j'ai à donner. C'est ça. Puis après, on passe à autre chose. Tu sais, on nettoie les émotions, puis on essaie de passer à autre chose. Ça marche pas toujours. Des fois, ça peut être... Ben oui. Tu sais, je veux dire, c'est des vagues. Puis des fois, tu es comme, je suis de bonne humeur. Ah, non, ça vient de me retaper dedans. Ouais. Tu vois un ami ou tu as une annonce ou il y a quoi que ce soit. Puis nous, ce que ça nous a appris, en fait, sur notre couple, c'est qu'on ne les vit pas de la même manière. Tu sais, lui, il prend le temps de vivre l'émotion. Il réalise plus tard que moi. C'est comme si moi, je le comprenais maintenant, puis je rentrais dans les émotions vives. Lui, c'est plus progressif, ce qui fait qu'on ne peut pas se supporter mutuellement dans le début. Après, on est capable, mais tu sais, on est tellement submergé par nos émotions qu'on n'est pas capable d'accueillir les émotions des autres. Donc, à travers ça, on s'est découvert des mécanismes aussi de qu'est-ce qu'on peut faire. Tu sais, moi, je vais aller chercher du support de mon entourage dans les débuts parce que c'est là que j'en ai besoin. Ouais. Puis après, je suis plus apte pour être là pour lui quand lui en a besoin et vice-versa. Donc, Puis ça, c'est un processus de gestion des émotions général ou c'est vraiment parce que tu étais plus proche de en le vivant? Je pense que je suis quelqu'un qui est beaucoup plus réactif que lui. C'est ça. À la base, là. Pas parce que fond, c'est lui qui le... Non. Tu sais, c'est vraiment juste de manière générale. Oui, de manière générale, c'est quelqu'un de plus rationnel. Je suis clairement quelqu'un de plus émotionnel. Je réagis plus rapidement. Tant mieux. Tu sais, comme ça, on apprend à se connaître. Puis une fois qu'on se connaît mieux, on peut mieux réagir ensemble. Puis c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'un parcours en fertilité, ça nous a pris 3 ans plus la grossesse, fait que c'est un 4 ans. Puis, je veux dire, durant la grossesse aussi, oui, c'est pas parce que tu tombes enceinte que c'est fini. Tu sais, ce stress-là, cette anxiété-là, elle reste encore là. Puis, je veux dire, même dans un processus où tu as un enfant sans attendre des années de temps, je pense que c'est stressant parce que tu as toujours peur de le perdre, cet enfant-là. Mais je pense que la petite couche au-dessus, si on veut, de l'infertilité, ce que ça apporte, c'est que tu sais que si tu le perds, tu peux pas réessayer le mois prochain. Ça se peut que ça prenne encore 1 an, 2 ans, puis ça se peut que ça fonctionne jamais. Fait qu'il y a une notion en arrière d'aspect précieux de cet enfant-là. Puis, je veux pas dire que, je veux pas dénigrer les autres grossesses, loin de là, mais je pense juste d'une perception d'une personne qui l'a vécu. Je sais que moi, j'ai été extrêmement, extrêmement, extrêmement anxieuse tout le long de la grossesse. Puis on dirait que chaque milestone était tellement important. À 6 semaines, t'entends le cœur du bébé. Puis tu es comme, OK, c'est bon, on va se rendre jusqu'au 12 mois, là, qui est le 12 semaines. 12 semaines, excuse-moi, 12 mois. Oui, 12 semaines, qui dit, OK, la phase la plus stressante vient de passer, des fausses couches et tout ça. Puis tu vois, nous, à 9 semaines, j'avais aucun symptôme, j'avais rien. J'avais rien, ça paraissait pas. Je me sentais comme si j'étais pas enceinte. Puis j'étais tellement anxieuse que je suis allée chercher une prescription d'un médecin de la médecine télévirtuelle pour avoir une échographie, juste pour m'assurer qu'il était là. C'était comme... Mais quand tu es en traitement de fertilité, en vitro, ils te font une échographie. Ils te font une échographie à 6 semaines. OK, toi, mais à partir... C'est ça, exactement. Mais à 6 semaines, à partir de ce moment-là, tu es clear. Oui, c'est ça. Ils te prennent plus en charge, puis c'est comme, pardon, livré par toi-même. Ouais. Donc, c'est ça. Fait qu'à 9 semaines, je suis allée faire une échographie juste pour m'assurer que tout était correct. Là, tu as eu 12 semaines. Puis là, je veux dire, mes échographies, je me suis assurée de les avoir à chaque fois. Puis, tu sais, grosso modo, c'est un stress qui est immense. Puis, je serais curieuse de t'entendre là-dessus parce qu'honnêtement, c'est comme la première fois que j'en parle avec quelqu'un qui a vécu un processus d'infertilité aussi. Tu sais, dans ce moment-là de grossesse, je sais que moi, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. L'idée d'accoucher, je m'explique, j'ai adoré. Dans mon cas, la grossesse s'est super bien passée. Fait que je me dis, le parcours avant était difficile, mais j'ai vraiment eu une belle grossesse. Moi aussi. Toi aussi? Mon hypothèse totalement non fondée, là, mais c'est qu'on a... On est tellement... Écoutez, les hormones étaient tellement intenses avant qu'après ça, les hormones de grossesse, c'est de la sérieux. C'est ça, le corps a tellement eu mal au cœur. Ah oui, t'es tellement rendu habitué de gérer ça qui est comme, moi, je suis rendu un pro. Je sais, j'ai la même hypothèse. Mais ouais. Ça marche pas si on fait un sondage, mais c'est pas grave. Donc, c'est ça. J'ai vraiment eu une belle grossesse, mais j'ai vraiment eu de la misère je sais pas comment le dire, à la laisser aller.
Tu sais, parce que je veux dire, c'est clairement pas moi qui décide quand est-ce que j'accouche, c'est clairement comme les hormones et le bébé. Mais on dirait que juste l'idée de la mettre, la mettre au jour, je sais pas comment dire, qu'elle soit plus protégée. Tu sais, elle était protégée dans mon ventre, elle était en sécurité. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer durant l'accouchement. Puis là, je me dis, si je la perds là, ou si je la perds après, ou si, tu sais, puis là, on dirait qu'elle devenait tellement plus vulnérable, on dirait, dans la vie, dans la lumière du jour. Mais c'est intéressant. Je sais pas, t'as-tu vécu ça, toi? Ou... Mais pas exactement. Ouais. J'avais pas peur de la perdre. Ouais. Mais, tu sais, j'étais comme, tu sais, je savais que c'était un bon environnement dans le ventre Ouais. pour qu'elle grandisse. Fait que j'étais pas pressée. Tant qu'elle OK. restait là, qu'elle reste, tu sais, je veux dire, elle se gère bien. Oui, c'est ça. C'est difficile de s'occuper d'un nouveau-né. Fait que, tant mieux qu'elle grandisse un petit peu plus puis elle va être plus prête à affronter là, le monde. Mais moi, mon médecin, après ça, j'ai reconfirmé avec les médecins en traitement de fertilité. Oui. Mais à ma première grossesse, mon médecin, il m'avait comme dit, tu sais, vu que t'as eu une fécondation in vitro, on va pas attendre 42 semaines. Ils m'ont dit la même chose au début. Puis là, après ça, justement, tu as tellement attendu cet enfant-là que tu vas pas prendre le risque de t'attendre une autre semaine. Fait que tu l'écoutes, le médecin. Ouais. Mais quand je suis allée revoir le médecin de faire en traitement de fertilité pour ma deuxième, elle m'a dit, c'est totalement le contraire, étant donné que s'il y a bien une grossesse qu'on est sûr à 100% de la date d'implantation, de conception, c'est bien Fait, en tout cas, ça reste... Tu as eu 2 points de vue là-dessus? OK, c'est ça. Mais j'ai eu le même médecin ma deuxième. Il m'a encore... ils t'ont déclenché? Oui, il m'a encore déclenché. Là, il m'avait donné une autre raison. Là, je sais pas. Fait que moi, j'ai eu comme un petit deuil de ne pas avoir accouché. J'ai accouché naturellement, d'être provoquée. Pas avoir été provoquée, en tout cas. Mais je comprends oui, c'est ça. mais oui, non, c'est ça. Fait que non, j'avais pas cette peur-là. Mais après ça, c'est que on l'a tellement attendu, cet enfant-là, qu'on va bien s'en occuper. Tu sais? Fait que moi, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a eu la petite. Puis moi, à 9 mois, la COVID a commencé à ma première. Fait que on a tout ça. Puis là, les maladies, c'est ça. Fait qu'en tout cas, moi, j'avais décidé de prolonger le congé de maternité. Oui, exactement. Là, j'avais pris 18 mois. Puis là, finalement, j'avais démissionné. Puis j'étais restée avec elle. Fait que peut-être que c'est une conséquence. On l'a tellement attendu qu'on va être sûr de bien s'en occuper. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité aussi en arrière de ça. Oui. On dirait que j'ose pas me permettre de dire, hey, Anne, t'es aujourd'hui. T'sais, à chaque fois, je me dis, hey, mais ça se pouvait que je l'aille pas. On dirait que mais ça change. Oui, peut-être t'es encore toute nouvelle, hein? On les adore, mais oui. Probablement. Je ne suis pas rendue là encore, mais je suis pas sûre que ça va arriver. Mais je sais que souvent, j'ai le, hey, mais elle aurait pu ne pas être là. Fait qu'on dirait que ça remet toujours en perspective. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais pour l'instant, ça fonctionne pas mal autour de ça. Là. Puis là, toi, comment tu vivais ça quand il y a l'annonce de grossesse? Quand tu es en traitement de fertilité, là, tu as d'autres personnes, tes amis ou ta famille, ou ça, qui t'annoncent que tu es enceinte. Oui. Comment tu je pense que tu deviens une très bonne actrice dans les premiers temps. Je veux dire, on a tous des souvenirs où est-ce que c'est arrivé ou que c'est comme... ça a été des moments extrêmement douloureux. Puis, j'en ai 2 qui me viennent en tête. La première, on est 4 amis très, très proches, là, qu'on se connaît depuis l'université. Puis, on essaie toujours de trouver un moment pour se regrouper ensemble. On est allés bruncher ensemble. C'était début d'été, il faisait super beau. Puis, j'ai une de ces amies-là qui nous annonce justement qu'elle est enceinte. Tu sais, c'est tellement difficile parce que tu es comme dans une espèce d'entre-deux où tu es contente pour la personne parce que c'est une personne que tu aimes, puis tu es heureuse pour eux, tu sais, pour elle. Mais en même temps, toi, de ton côté, la première chose qui vient, c'est injuste. Pourquoi pas moi? Tu sais, pourquoi elle a réussi après 2-3 mois, puis moi, ça fait 2-3 ans que j'essaye, puis ça marche pas. Puis, tu sais, cette journée-là, c'était étiré un peu. J'avais passé 2-3 heures, 4 heures avec eux. Puis je me rappelle juste qu'après, je suis revenue. Je suis partie à un moment donné parce que j'avais mal à la tête parce que j'essayais tellement de contenir ce que je ressentais, puis cette douleur-là. Puis je disais, la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée à la maison, c'est que j'ai fondu en larmes. Tu sais, je disais, j'étais inconsolable pendant les heures qui ont suivi parce que ça me faisait mal de voir que moi, je n'étais pas capable. Ça n'avait rien à voir avec elle, ça n'avait rien à voir avec la joie. J'étais capable de comprendre, de distancer ces deux-là, puis de comprendre
En fait, ça m'a pris vraiment de temps à comprendre ça, mais que les deux émotions peuvent cohabiter. Tu peux être extrêmement heureux avec quelqu'un, comme tu peux être extrêmement triste pour toi, ta réalité, puis que ça n'arrive pas. Et les deux émotions sont correctes. Mais ça, ça m'a pris du temps avant d'être capable de valider ces émotions-là. Puis, tu sais, c'est normal que tu aies de la jalousie, puis c'est normal que tu aies de l'envie, puis ça fait pas de toi une mauvaise personne, tu sais, tout Ben non. ça fait de toi une personne humaine qui vit des difficultés. Fait que ça, c'était la première. Puis la deuxième, en fait, c'est ma meilleure amie qui m'a annoncé qu'elle était enceinte. Puis, bon, comme toute bonne meilleure amie, tu te dis toujours, on va tomber enceinte en même temps, puis tu te fais tous ces plans quand tu es un petit peu plus jeune. Puis là, finalement, ben, tu te rends compte que non, c'est pas la réalité. Malheureusement, j'ai pas cette facilité-là. Mais tu sais, elle était au courant, elle m'a accompagnée tellement souvent dans ces processus-là, puis elle l'a fait de la meilleure manière que ça pouvait être fait. Elle a pris le temps, oui, de me mettre un petit peu à part, puis d'adoucir le terrain à travers ça. Elle a fait preuve d'une très grande empathie. Ça reste que la nouvelle reste la nouvelle. Je veux dire, le fait est là, puis c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile. Mais oui, je pense que n'importe qui va en fertilité, quand tu vois que c'est juste voir quelqu'un enceinte, ça te remet, c'est te remettre en plein visage ce que toi, tu n'as pas. C'est de faire ennuyer au bout. Puis... Oui, puis tu sais, c'est tellement... dans mon cas, là, moi, j'étais comme... C'est comme si j'allais puiser un peu l'espoir que ça se pouvait tomber enceinte. Okay. C'est comme si, dans ma réalité, ça marchait pas. Dans ton monde à toi. Dans mon monde, dans ma personne, mon expérience, ça marchait pas. Puis quand que une cousine, une amie qui tombe enceinte, moi, j'étais vraiment... Tu sais, comme si un peu ça me redonnait espoir que ça se pouvait. OK. Puis on entend beaucoup plus comme ta version, mais c'est ta vision de voir les choses. On va oui, dire c'est ça, exactement. Puis là, moi, ce que j'ai constaté, c'est que j'ai arrêté d'en parler, moi, de mes traitements de fertilité, tout ça, parce que j'ai vu le regard de mes proches un peu super bienveillant, empathique, mais un peu de pitié aussi, tu sais, comme ça serait donc terrible. Puis tu sais, ben moi, avant si on m'avait dit par tout ce que j'allais passer, j'aurais même, moi, eu ce regard, ah non, tu sais, c'est très plat, tu sais, bon, pauvre toi. puis, mais quand t'es là-dedans, t'as pas envie d'être dans ce mode-là, tu sais. Fait que c'est pas tout le monde qui va réagir à la grossesse d'une autre personne de la même manière. Non. Je trouve ça vraiment intéressant, ta manière de voir les choses. Puis, tu sais, avoir rencontré quelqu'un... C'est pas mieux. C'est vraiment juste une autre façon de voir les choses, mais je trouve ça important d'en parler parce qu'il y a plein de façons de voir les choses différemment. C'est vrai qu'on entend souvent ma vision, comment moi je l'ai vécu, c'est peut-être plus généralisé. Mais honnêtement, je pense que c'est important que toi, t'en parles aussi de ta vision des choses parce que je trouve ça tellement plus positif. Tu sais, c'est fun de se faire amener une nouvelle manière. Non, c'est pas ça. Mais le point, surtout, c'est pas de dire c'est plus positif, mais c'est de dire c'est différent pour chacun. Oui. Puis c'est les proches d'oser demander à la personne qui vit l'infertilité, toi, comment tu le vis? Puis de l'écouter puis de la croire, cette personne-là. Là, c'est sûr que si vous n'êtes pas assez proche de cette personne-là puis qu'elle vous sort le violon, puis bon, peut-être qu'elle n'a pas envie de s'ouvrir à vous, mais quelqu'un de proche, là, de voir, comme toi, est-ce que tu aimerais ça que je t'en parle ou tu aimerais mieux toi m'en reparler quand tu serais? Parce que là, tu veux pas non plus être le petit téléroman de service à savoir ce mois-ci, est-ce que ça a fonctionné? Elle a vécu. Non, tu sais. Oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste pour ça que je voulais amener cette autre perception-là des choses. Là. Non, mais j'aime vraiment ça. Puis c'est vrai que je pense que ça m'amène à penser aussi à t'en parles-tu ou pas de tes traitements de fertilité? Puis, tu sais, je pense pas que, comme tu dis, il y a de bonnes ou de mauvaises réponses, ça dépend. Tu sais, j'ai fait un peu les deux, de ne pas en parler. Là, tu te sens tout seul dans ton monde. Oui, bien, c'est ça. Mais si tu en parles, puis là, tes amis savent que tu as eu un transfert durant la semaine, tu sais, je veux dire, calcul rapide, 2 semaines plus tard, tu vas le savoir. Tu sais qu'ils attendent d'avoir une réponse. Puis là, tu veux-tu vraiment annoncer à tout le monde que c'est négatif? Des fois, oui, parce que tu as besoin de support, mais en même temps, tu te sens obligé
de partager une nouvelle que des fois, tu veux garder un peu privé, le temps de toi de l'absorber. C'est difficile à gérer. Puis, j'ai une amie qui m'a posé la question à un moment donné, puis je pense honnêtement, écoute, ça fait des années, puis je me rappelle encore, on était au restaurant, j'ai l'air souvent au restaurant, mais... Pas tes amis, là, c'est ça. Puis on était en train de souper cette fois-là, on ne sais pas. Puis elle m'a demandé, est-ce qu'on t'accompagne comme faut? Est-ce qu'on est là pour toi? Est-ce qu'on te pose les bonnes questions? Et honnêtement, pour moi, ça a vraiment changé mon approche envers elle, ma manière d'en parler. Puis tu vois, aujourd'hui, c'est elle qui vit avec ce processus-là, qui passe par là un petit peu en délai par rapport à moi. Puis tu sais, c'est drôle de le vivre à travers elle, puis la perspective que ça me donne. Puis, tu sais, à chaque fois qu'elle me parle de ces étapes, de ces processus, je ressens la même douleur. On dirait que ça ne s'est pas effacé. Tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui reste ancré en toi. Puis un peu comme on disait tantôt, c'est pas parce que tu tombes enceinte ou que tu accouches puis que tu as un enfant que l'infertilité est nécessairement finie. Ça reste avec, tu sais, envers toi. Je veux dire, j'ai encore les mêmes problèmes que j'avais avant. Si je veux un deuxième enfant, c'est la même difficulté que j'ai. C'est le même. Je dois repasser par un parcours relativement similaire. Oui, j'ai la chance d'avoir un enfant, mais ça n'enlève pas que tous les traumatismes que tu as vécus sont encore présents. Puis je ne sais pas pour toi si ça t'en a laissé, mais je sais que moi, dans mon cas, il y a beaucoup de choses. J'entends encore des annonces de grossesse, puis ça vient encore me chercher. J'ai encore une boule dans l'estomac, un peu comme. Mais c'est encore injuste. C'est encore injuste qu'eux réussissent si facilement, mais pas moi. J'aimerais ça aussi voir si c'est une belle lueur d'espoir. C'est vraiment juste pour dire c'est non, mais je trouve ça beau. Je trouve ça magnifique. Il y a même des personnes qui ont comme caché un peu leur grossesse pour pas m'affecter. Ah, ouais. Tu veux pas non plus... non, tu veux pas non plus être mise à l'écart. Non, c'est ça. Là. Ouais. Fait que c'était juste pour montrer que demander à la personne de pas assumer, c'est automatiquement... Elle prend pas nécessairement comme mal. Ça. C'est ça. Puis ça peut varier aussi. Oui. Peut-être. Dépendamment de où est-ce que tu es dans ton cycle. C'est ça. Peut-être que si j'avais été 9 ans, là, comme ça, moi, peut-être que ça aurait changé. Oui. Je sais pas, là. Oui. Mais c'est de demander à la personne. Puis, tu veux-tu en parler? T'aimes-tu mieux que je t'en parle pas? Puis toi, quand tu voudras m'en parler? Tu sais, comme j'ai déjà tombé enceinte, puis finalement, ben, ça n'a pas marché. On se couche, là. Mais, tu sais, moi, j'avais dit, ben, je vais vous l'annoncer à mes parents. Je vais vous le dire tout de suite, là. On venait juste faire le test. Mais si je le perds, je vais juste vous écrire par texto. Je l'ai perdu. Comme ça, c'était moins comme OK, faut que je prenne. Je vais vivre là, ma fausse couche. Oui, c'est ça. Puis je vais vous le dire. Mais j'ai pas non plus à prendre le téléphone puis à redire. Parce que quand on le raconte, on se met vraiment. Tu revis. Un psychologue me dirait, oh, Marielle, c'est complètement du déni. C'est pas nécessairement la bonne chose à faire, mais moi, c'est comme ça que j'avais décidé de le vivre. Parce que tu veux pas non plus le cacher à tes parents ou à tes personnes proches pendant nécessairement 3 mois. Fait que c'est une belle nouvelle que tu veux partager. Oui, bien, surtout quand ça fait si longtemps que tu attends. C'est ça. Tu veux le dire le plus rapidement possible, mais c'est vrai que tu ne sais pas le outcome de tout ça, si ça va bien aller ou pas. Je veux dire, chaque grossesse est unique, puis ça fait partie des... Mais là, au moins, ben, cette personne, ton amie, elle a su bien t'accompagner. Oui. Puis toi, ben, je pense que... En retour, tu peux lui rendre l'appareil aujourd'hui. Puis tu sais, je me rends compte, tu sais, quand tu n'as jamais vécu ça, puis là, je parle des autres amis autour, des autres personnes autour, tu sais, des commentaires maladroits, ça arrive. Oui. Puis aujourd'hui, je connais l'impact de ces commentaires-là, puis je me suis mis un peu à vouloir la protéger, si on veut, de ces commentaires-là, puis à vouloir défendre des détails comme ça. Puis on jasait un peu à un moment donné, puis un commentaire qui est sorti, c'est mais tu sais, c'est correct si tu n'as pas d'enfant, parce que de toute manière, les enfants, ça prend beaucoup de temps, puis beaucoup d'énergie, puis c'est difficile, puis il y a des moments où j'aimerais mieux pas en avoir. Puis tu sais... De quelqu'un qui avait un enfant. De quelqu'un qui en avait, qui en a eu facilement. Puis je sais que cette personne-là était tout sauf mal intentionnée, puis que le but était vraiment juste de réconforter, montrer une autre manière de voir les choses. L'enjeu là-dedans, c'est quand t'en veux vraiment un,
c'est que tu veux ces problèmes-là. Tu veux ne pas dormir la nuit. Tu veux changer des couches. Tu veux les pousser dedans. Tu veux toutes ces choses-là qui font que tu deviens une maman. Ouais. Puis c'est difficile à comprendre, comme je disais, quand tu n'as pas passé par là. Puis je sais que la majorité des gens veulent juste être là puis accompagner du mieux qu'ils peuvent. Mais un peu comme tu dis, ça vaut la peine des fois de juste demander, qu'est-ce qui te fait du bien d'entendre ou qu'est-ce que tu aimes mieux pas parler des fois. Puis c'est vrai que ça varie dans le temps. Je veux dire, dans notre cas à nous, je me rappelle, c'était des cycles. Quand tu commences un nouveau cycle, tu as plein d'espoir jusqu'à temps que, bon, tu as la nouvelle qui ne fonctionne pas, mais tu as quand même une phase où tu es beaucoup plus positive, que tu vois la vie de manière un petit peu plus rose, que tu as l'impression que c'est peut-être mon moment. Là, c'est peut-être à moi que ça va arriver. Puis après, tu as toujours une petite phase si ça ne fonctionne pas. Il faut que tu l'acceptes. Puis ça fait partie du processus. Puis tu grandis à travers ça, mais c'est vraiment pas facile. Mais c'est tellement pertinent ce que tu dis, c'est de demander à l'autre, t'as-tu envie que je t'écoute seulement? T'as-tu envie d'être encouragé? T'as-tu envie qu'on bitche la vie ensemble? Oui, c'est ça. Tu veux juste te changer les idées? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te fait du bien? L'empathie, c'est un peu ça, là, c'est d'essayer de comprendre l'autre, puis qu'est-ce qu'elle a de besoin à ce moment-là. Oui, parce que, on réagit toutes, comme tu disais aussi, on réagit toutes différemment face à une même situation. Puis tu as besoin d'avoir différentes personnes qui t'aident à traverser ces épreuves-là. Puis je pense que, on en parlait, ça vaut-il la peine d'en parler ou pas? Moi, j'ai trouvé qu'en parler, oui, des fois, tu fais face à des commentaires qui sont un petit peu maladroits ou quoi que ce soit, mais ça fait aussi que tu as un réseau de support incroyable quand tu as des nouvelles difficiles ou quand tu as des nouvelles positives aussi. Là. On l'a annoncé, puis on a lu, ça pleurait autour de nous. Là, tout le monde vivait notre épreuve de manière pas comme si c'était la leur, mais très, très proche. Engagé. Engagé, exact. Puis ils ont tellement été contents d'apprendre cette nouvelle-là, puis on a nommé marraine, une de ces amies-là, parce qu'elle était tellement là, elle était tellement présente. Oui, en parler, ça c'est downside, si on veut, mais je pense que c'est aussi, ça peut apporter beaucoup. Puis là, un des points aussi, je pense que tu avais trouvé difficile ou lourd dans le processus, c'est le partage d'informations avec ton conjoint. Oui. Peux-tu m'en parler? Oui. Tu vois, nous, on a commencé le processus, comme je disais, ça faisait peut-être 1 an qu'on se connaissait. Fait qu'en tant que couple, on était encore très, très jeunes. On apprend à se connaître à travers ça. Puis là, tu rentres tout de suite dans des épreuves qui sont un petit peu plus difficiles. Puis, veux pas, il y a de l'argent investi là-dedans aussi. Fait que là, tu touches à des points de chicane de couple qui sont relativement importants. La chicane, le sexe veut pas. La relation, comment tu gères ça, le deuil, l'argent, il y a beaucoup de choses, les enfants. Puis, dans notre cas, ça nous a obligés à parler rapidement de ces sujets-là. Je pense que il y a différentes choses. Premièrement, je pense que, puis là, ça dépend de chaque garçon, je vais généraliser ici, la majorité des garçons, je crois, ne sont pas nécessairement au courant d'un cycle d'une femme, comment est-ce que ça fonctionne exactement. Donc, les 28 jours, l'ovulation, 14 jours avant les menstruations. Puis là, 28 jours, c'est pas pour tout le monde. Comme je disais, moi, ça peut durer 1 million d'années. Mais c'est pas tous les garçons qui sont au courant de ce moment-là. On souhaite que ça change. On souhaite que ça change. Puis peut-être que je me trompe. Écoute, ce serait une super belle nouvelle. T'as raison. Peut-être que je me trompe. T'as raison. Oui. Peut-être qu'il y en a qui sont beaucoup plus ouverts par rapport à ça. Il y en a que oui, là, mais c'est pas la généralité. C'est ça, exactement. Donc, nous, il a fallu aborder ces sujets-là. Puis dire, écoute, là, c'est la fenêtre d'opportunité si tu veux essayer. Puis là, il a fallu que je parle un peu à mon chum, surtout de l'impact des hormones. Puis c'est quelque chose, je pense, qui est extrêmement difficile à comprendre. Je suis pas mal sûre qu'il m'appuierait là-dessus. Que c'est difficile à comprendre parce que c'est pas visible, dans le sens que c'est pas une blessure que tu as, c'est un changement hormonal, c'est un changement psychologique qui se fait, mais qui impacte beaucoup ton comportement, tout particulièrement dans le cas où tu es dans un traitement de fertilité qui te donne des hormones qui ne sont pas nécessairement les tiennes, donc tu peux en avoir beaucoup des doses très élevées. Quand on a fait la ponction, la FIV, moi j'avais des hormones dans le tapis, donc ça fait un peu comme des SPM, mais comme très, très, très intense. Donc, tu changes de comportement. Tu ne deviens plus nécessairement la même. Plus intense. Oui. Tu es plus contente, mais tu es plus fâchée, tu es plus triste que normalement. Tu es plus à pic. Tu vis tout plus intensément. Oui. Oui, absolument. Puis ça, il a fallu que j'y explique parce qu'il y a des choses que normalement,
je me fâchais pas ou je m'énervais pas là-dessus. Puis là, soudainement, ça devenait le problème du siècle. Puis souvent aussi, ce qui arrivait, c'est que je me fâchais. Puis là, c'est comme si ça retombait. Puis là, tu passes à autre chose, c'est fini. Oui, c'est sorti. C'est fini. On passe à autre chose. Puis là, voyons donc, qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne comprends pas. Donc, il a fallu qu'on en parle vraiment souvent puis que j'essaie d'expliquer un petit peu. OK, ben là, on me donne telles hormones, ben ça se peut que oui, ça change ma manière de voir les choses, que je sois plus sensible. Oui, il y a les hormones, mais il y a aussi le cycle, le projet en soi d'infertilité, d'avoir un enfant qui est stressant déjà. Fait que je pense qu'à la base, c'est déjà tu deviens quelqu'un peut-être un peu plus sensible. Mais là, si tu rajoutes des hormones par-dessus, tu deviens beaucoup, beaucoup plus à pic, beaucoup plus réceptive à les bonnes et les moins bonnes nouvelles. Ouais. Donc, oui. I relate. Mais oui, mais au moins, quand l'autre le sait, oui. d'où l'importance de l'éducation, le partage d'informations, Oui. quand l'autre le sait, c'est moins pire. Oui. C'est quand on le sait que c'est. Même toi, tu sais, tu n'as pas le goût de te le faire dire que tu peux pas te faire invalider ton émotion totalement, mais de comprendre que oui, c'est exagéré. J'ai raison d'être en colère. Oui. Peut-être pas. Ça mérite peut-être pas toute l'intensité autour, mais c'est de partager. Fait que là, après ça, ben, tu sais, quelque chose que il aurait pu percevoir de manière, mon Dieu, c'est contre moi. Il laisse aller. Puis, tu sais, il en a laissé aller pas mal, mais oui, malheureusement. Pauvre Pierre-Luc. Mais oui, il en a laissé aller pas mal. Il était très bon là-dedans. Je pense que ce qui a aidé aussi, c'est qu'il est venu à énormément des rendez-vous. Tu sais, l'ensemble des rendez-vous des médecins, il était présent, médecins, infirmières, tout. Donc, il pouvait lui aussi poser ses questions. C'était pas juste moi qui lui donnait l'information. Okay. Il allait la chercher ailleurs aussi. Il demandait dans son entourage. Fait que, il s'est informé aussi de différentes manières, ce qui fait qu'il a pu m'accompagner. Puis, je vais faire un bémol là-dessus. L'infertilité, ça se vit à deux. Puis c'est vrai qu'on met énormément l'accent sur la femme parce que c'est elle qui reçoit les traitements. C'est elle, comme on dit, qui a les grosses variations d'hormones. Donc, je crois qu'il ressentait un besoin de m'accompagner énormément dans ce processus-là et d'être là pour moi. Mais je crois aussi qu'il manque de support pour les hommes par la suite parce qu'il joue un peu le rôle de prochain aidant, si on veut, si je peux dire ça comme ça. Mais de leur côté, ils ont à vivre aussi toutes ces émotions-là, les deuils qui viennent avec, puis à s'impliquer. Eux aussi, ils veulent un enfant. Puis on ne fait pas l'enfant de la même manière. Il n'est pas conçu de la même façon. Puis ce que Pierre-Luc me disait beaucoup, c'était qu'il avait l'impression d'être moins participatif, si on veut. Je dis, ça ne se fait pas de la manière traditionnelle. Ils prennent le sperme, puis après, une fois que tu as le sperme, tu peux avoir des années avant que tu peux avoir des enfants pendant des années sans qu'il se passe quoi que ce soit. Là, tout a été conçu en laboratoire, si on veut. Ouais. Ce qui fait que le garçon peut se sentir un peu détaché dans tout ça, au moins moins important. Je sais pas, je parle de qu'est-ce qu'il ressent et non de qu'est-ce qu'il est. Là. Mais ça fait que je pense que l'engagement du garçon dans le processus doit se faire de différentes manières. Nous, en tant que couple, ce qu'on avait décidé, c'était que c'était lui qui allait donner les injections. Donc, c'était sa manière à lui de participer, de contribuer, de m'appuyer à travers tout ça, tout le support émotionnel, puis d'être présent à l'ensemble des rendez-vous. Fait que de cette manière-là, il apportait son support, mais lui aussi trouvait, jusqu'à un certain point, un moyen de participer dans le processus. Oui, parce que c'est difficile, tu sais, comme des fois, c'est Phil Roy là, que j'entendais parler. Là. Mais nous, les hommes, OK, c'est pas nous qui l'avons perdu, le bébé, là, mais nous aussi, là, on y a cru à ce bébé-là, on a imaginé un avenir, puis tout ça. Fait que, tu sais, l'importance, il parlait d'un réseau de soutien, justement, pour les deuils, pour les deuils périnatales. Là. Donc, c'est valide, ça aussi, ces émotions-là. Oui. Nous aussi, là, il faut les accompagner, tu sais, comme... Ça va des deux bords. C'est ça, là. C'est un travail d'équipe. C'est pas juste un qui vit. Non. Tu sais, puis moi, je sais pas si toi, tu disais... Peut-être que c'est différent parce que lui en avait déjà un. Mais moi, tu vois où ce que je vois, là. Tu sais, nous, c'est un projet de couple. On s'est mariés, puis on voulait aller voir des enfants. Puis là, ça arrivait pas. Mais tu sais, comme j'étais là, OK, mais moi, si je peux pas vivre mon rêve, je fais quoi? Non, mais c'est une chose. Mais est-ce que je vais l'empêcher, lui, de vivre son rêve?
Fait que là, tu sais, là, il te rassure, puis il dit, ben non, tu sais, on va ensemble, puis tu vas. Mais tu sais, T'as tout le temps ça qui reste là, ben aussi oui. en tête que, mais tu sais, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que je le laisse aller. Peut-être que c'est lui qui va partir pour vivre. Ouais. Tu sais, pour moi, c'est tellement. Tu sais, moi, j'avais, je sais pas, 3 ans. Ma mère me lisait les livres de Cendrillon. Il se mariait heureux. Oui. Enfant. Fait que moi, je pensais que j'allais me marier, puis que le soir, ma nuit de noces, j'allais tomber enceinte. Moi, j'étais prête pour ça, là. Tu sais, dans l'agenda, quasiment, là. J'ai pas prévu mon mariage En fonction de. Mais tu sais. Mais le concept est là. Ça allait pas être compliqué, ça allait pas être difficile. Mais là, que là, ça marche pas. Là, lui, il en avait déjà un. Oui. Est-ce que toi, ça t'est quand même passé par la tête ou de par le fait qu'il y en avait déjà un, toi, tu pensais pas à ça? Oui, j'y pensais. On a eu de bonnes discussions là-dessus. Le fait qu'il y ait un enfant, au début, quand je l'ai rencontré, je savais que j'avais déjà des problèmes de fertilité. Je savais pas que lui en avait, mais je savais qu'il y avait un enfant. Je m'étais dit, en même temps, ça va peut-être, si je réussis pas à avoir un enfant, cet enfant-là va pouvoir m'apporter un peu un petit goût de qu'est-ce que ça pourrait être, tu sais. Parce que je trouvais ça le fun de tu te ressens participer. Exactement. Au fil du temps, par contre, c'est devenu quelque chose de peut-être un peu plus douloureux parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que je veux pas cet enfant-là une maman. Je serai jamais cette maman-là, c'est sûr. Puis là, tu commences à mais moi aussi, je voudrais avoir cette proximité-là avec un enfant. Je voudrais être la personne la plus importante pour cet enfant-là. Puis c'est difficile de le vivre au quotidien puis de ne pas savoir si moi, un jour, je vais le vivre. J'ai eu des moments où ça allait super bien, puis il n'y avait pas de problème. D'autres moments, c'était peut-être un petit peu plus difficile. Puis de combiner les deux aussi, de dire, mon chum devait partager son temps et son énergie. Puis c'est là que c'est dur d'agir en tant qu'adulte, puis de dire, je vais rationaliser, c'est juste un enfant, il doit toujours avoir l'attention de son père avant moi, c'est normal, c'est un enfant. T'sais. Mais dans les moments où tu vis des moments plus difficiles, des crises, tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, là, c'est difficile de passer en deuxième parce que là, j'ai besoin de mon chum. J'ai besoin de cette personne-là qui m'apporte le support. Il n'y a pas l'énergie ou le temps pour le faire au moment où moi, j'en aurais besoin. Il y a eu, je pense, beaucoup de travail de ma part de ce côté-là, parce que c'est facile à dire, oui, mais c'est un enfant, tu sais que ça passe en premier. 100% d'accord d'un point de vue rationnel. C'est ça l'affaire. Quand tu le vis directement, des fois, c'est plus difficile avec un pas de recul. C'est facile d'en rire de dire. Mais tu sais, on devient tous un peu bébés à chacun de nos moments quand on vit des choses difficiles. Bon, c'était mon moment où je retombais enfant, on va dire ça comme ça. Puis ça, donc, tu sais, de partager un peu les deux, j'ai trouvé ça difficile. Puis on a eu plusieurs discussions où, pendant un certain temps, on pensait que c'était principalement lui le problème, mon conjoint Pierre-Luc. Je te pose une question, puis... Oui, pas trop. Est-ce que lui, il a vécu à travers des traitements de fertilité avant? Oui, il a passé. OK. Oui, pas aussi poussé. Eux, c'était de l'insémination. OK. Mais ils ont passé à travers un processus de fertilité aussi. OK. Ils savaient un peu dans quoi ils s'embarquaient. Comme tu dis, c'était de l'insémination. Les doses d'hormones ne sont pas aussi... Non, exactement. Puis je pense que c'est peut-être un point de vue, mais moi, dans ma tête, le FIV, c'est comme c'est un step de plus. C'est comme tu viens d'avoir ton stamp officiel d'être infertile. Tu n'as pas juste besoin de Je l'aurais pas dit de même. Non. Peut-être, oui. Moi, je te dis comment je l'ai vécu. Après, c'est pas nécessairement la réalité ou quoi que ce soit. Là. Mais je veux dire, moi, c'est comme ça que je le voyais dans ma tête. L'insémination, c'est un petit coup de main. Je te donne un coup de main pour arriver. Oui. Pour moi, la fécondation in vitro, je l'ai vraiment pris difficile. Puis ça m'a pris du temps à l'accepter. Si je suis passée d'un petit... Parce que j'ai fait, moi, les inséminations avant. Oui. Puis après ça, on est passé à in vitro. Puis, tu sais, comme à 8, moi, c'était de 9 inséminations gratuites dans le temps, là. Oui. Là, c'est rendu 6, il me semble. Oui, je pense que oui. Et là, à 8, tu sais, la médecin, elle me dit, bon, ben, tu sais, là, si après 8, ça va marcher. Peu probable que tu te rendes, Non, mais moi, grosso modo, là, mettons, les 75 fois, là, que j'ai essayé de tomber enceinte, là, j'y ai cru à tout et... Je sais. Là, c'est la bonne. Oui. À chaque fois, c'est la bonne. Et que là, j'étais comme,
Il me semble, je le sens, là, que là, tu sais, Oui. c'est comme tu veux, je sais pas si c'est comme tu l'as raconté, Oui. que t'as ton petit stem de je suis infertile. Oui. Tu sais, je voulais comme que ça soit, puis là, les choses changent, les perceptions changent, là, mais c'est comme, je voulais avoir mon enfant plus naturellement. Oui. Je voulais pas, tu sais, puis là, finalement, mais tu te rends compte que j'ai 2 petits bébés in vitro, entre guillemets, là, Oui. ils sont aussi, ben, Oui, moi aussi, Ah, ouais. ça paraît pas du tout. Il y a Puis pas la grossesse, tu sais, Oui. mais c'est comme si tu veux. Moi, j'essayais de repousser ce moment-là Ben oui. le plus possible. Puis, Ouais. On dirait que ça rendait ça concret. c'est ça. Ouais, peut-être que c'est ça. C'est Ouais, tellement t'as mis les mots. invasif. Je sais pas si c'est correct comment je l'exprime, mais je trouve que oui, ça rend Ben, l'infertilité concrète de dire, ben là, c'est plus, tu sais, oui, ça se fait, là, c'est laboratoire 100%. Là. La conception se fait à l'extérieur de moi. ben, puis comme tu dis, invasif, là, moi, j'avais même pas catché moi non. que. À quel point c'est. Non, mais quand ils font une ponction, là, Ouais. tu sais, je pensais qu'ils aspiraient, tu sais, comme, tu sais, ils te mettent souvent des petits cathéters à l'intérieur de l'utérus. Oui. Puis, tu sais, moi, j'avais comme. Pas compris. Non, c'est ça, j'avais juste pas compris, pas en tout. Que non, l'aiguille, il la passe, mais il la passe à travers. Moi, je pensais qu'elle allait l'aspirer à travers les trompes, là, je sais pas, comme ça. Ça partait tout seul. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais non, pas tout. Non, c'est la grosse aiguille. Ah oui, puis, puis après ça, ben, OK, t'as mal. Mais là, j'étais comme pas. Tant mieux, là. C'est la première fois que j'étais pas prête à ça. Oui. Mais il y a tout ça, là, que, tu sais. Ah oui, mais tu t'en rends pas compte. Jusqu'à temps que t'arrives. Puis là, ça, c'est sans considérer le nombre d'injections que tu as avant. Là. Tu sais, je veux dire, il y en a, là, c'était 2-3 par jour. Là. Puis à un moment donné, c'est toujours dans la même zone. Là. Fait que la zone, à un moment donné, elle fait mal. Là. Il n'y a plus de place, elle est saturée. Là. Puis avec les hormones aussi, c'est que toutes nos sensations sont déliquées, mais physiques aussi. Là. Oui. Fait que ça fait mal pour vrai. T'es plus capable. Là. Mais tu sais, en même temps, je me rappelle m'avoir dit, c'est le seul contrôle que j'ai. Ah, ben, le seul moyen, tu cherches le positif. Ouais. Je me disais, c'est le seul contrôle que je peux avoir dans ce processus-là, c'est de m'assurer que je fais les injections au bon endroit, à bonne heure. que j'ai fait comme il faut. Ben, c'est pas moi qui faisais, c'était Pierrick, mais que ça se fait comme il faut. Fait que là, je mettais un alarme, puis là, j'ai l'impression d'avoir un contrôle sur la situation, puis t'espérais que ça marche. Puis ben, ça fait mal, puis c'est pas le fun. Puis tu vois, nous, dans notre cas, il y a eu une erreur médicale. Oh. Ouais. Ovaire polycystique. Je sais pas si ça t'a fait ça toi aussi. Moi, j'ai extrêmement réagi aux hormones. Oui. Dans le sens, j'ai beaucoup d'ovules. Oui, exactement. Beaucoup d'ovules. Puis mes hormones, c'est un certain taux qui disent qu'il est normal. Puis après, ça devient comme vraiment dans le tapis. Donc, il m'avait dit, ben, tu sais, c'est sûr que tu n'auras pas de transfert frais après parce que tes hormones vont être un petit peu trop all over the place. Ouais. Mais moi, ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'il donne un déclencheur pour l'ovulation. Ce déclencheur-là, tu as 2 options. Tu en as un avec l'hormone HCG, quand tu as un transfert fait après pour que ton corps se prépare à recevoir l'embryon. Puis, tu en as un qui, je ne pourrais pas dire le terme exactement, mais que l'objectif est de diminuer tes hormones. Donc, qui vient avec quelque chose qui permet de diminuer les hormones. Moi, on m'a donné les 2. Donc, mes hormones ont fait paclard dans le tapis. Puis, je me suis retrouvée avec une hyperstimulation ovarienne sévère. Ça a passé par le médecin et par la pharmacienne. Le médecin, l'infirmière et la pharmacienne. Je me rappelle que la pharmacienne est allée poser une question parce qu'elle trouvait ça spécial. OK. Mais elle est revenue puis elle a fait baisser ça. OK. Puis je me rappelle, moi, quand j'ai vu le protocole, avoir fait c'est spécial. Mais tu sais. Mais des fois, c'est spécial pour vrai, puis ils essaient des nouvelles affaires pour vrai. Ben, ça fait confiance. Exactement. Puis tu sais, je veux dire, il est rendu 10 heures le soir, il n'y a personne qui va te répondre. Puis là, il faut que tu apprennes là. Malgré qu'il y a souvent des infirmières 24/7. Peut-être, oui. Bon, tu n'as pas pensé l'appeler. Mais tu sais, dans le rush du moment, il fallait que je prenne l'injection là pour être sûr que ce soit prêt, parce que sinon, si je le dépassais, ça ne marchait plus. Bref, tout ça pour dire que, bon, je les ai pris pareil. J'aurais peut-être dû poser plus de questions, j'aurais peut-être dû me questionner, mais puis c'est ça. Puis dans le fond, moi, ce que ça a fait, c'est que j'ai fait l'hyperstimulation sévère. Donc, ce que ça fait, c'est que mes hormones étaient tellement élevées que les parois de mon système reproducteur sont devenues perméables. Donc, le liquide que j'avais dans mon système reproducteur, si je ne me trompe pas, c'est dans les ovaires, ils ont fait du liquide qui ont été percés. Ce liquide-là s'est répandu dans ce qu'on appelle le 3e espace, donc autour de mes intestins. Je me suis retrouvée avec 2 litres de liquide dans le ventre. Parce que normalement, une ponction après 2 jours, relativement
up and running. Tu sais, je fais plein d'anglicismes. Mais tu sais, t'es relativement prêt à revivre ta journée. C'est pas si pire que ça. Moi, je me rappelle quand on disait à 2 jours, j'étais comme, mais ça fait mal. Tu sais, c'est encore douloureux. Tu sais, je trouve ça spécial. Puis j'ai appelé la clinique. Puis, il était comme, ah, ben, regarde demain. Mais tu sais, techniquement, la chose que tu dois regarder, c'est est-ce que tu prends du poids? Est-ce que ton tour de taille augmente? Puis j'étais comme, un peu, mais c'est pas grave, continue, on va voir. C'est normal. 3 jours, c'est normal. 4 jours, c'est normal. Puis là, après 4 jours, je suis plus capable de manger. Je suis plus capable de boire parce que j'ai l'impression d'être tout coincé dans mon ventre. Mon ventre était dur, dur, dur. À un moment donné, tout le monde me dit que c'est normal. C'est peut-être normal, mais tu sais, la douleur était passée comme au niveau des ovaires, un petit peu plus haut, comme vraiment au niveau du Parce que ventre. ce qui se passe là, dans la ponction, dans le fond, ils boostent tes hormones. Oui. Et là, tes ovaires, au lieu de faire 1 ou 2 ovules, Oui. ils en font, mettons, Beaucoup trop. 20. Oui, exact. Des chiffres comme ça. Là. Mais les 2 ovaires ont pris pour d'expansion. Oui. Et là, après ça, quand ils font la ponction, ils aspirent tous les ovules. Mais là, ce que je savais pas, c'est que tout ça, ça se regorge de liquide. Tu sais, ça se regonfle de liquide. Puis c'est pour ça, dans le fond, que tu dis, je me sentais toute pognée. Ah, non, mais pas dans ton cas. Là. Oui. Que tu te sens coincé après. Parce que gonflé. Oui. Ça fait que c'est peut-être pour ça que les infirmières, ils ont dit, c'est normal. Exact. Mais moi, c'est tout ce liquide-là qui dans 2 litres, c'est énorme. Là. C'est immense. Ce qui a fait le déclic, en fait, c'est qu'on est allé au cinéma le soir. C'était un samedi soir, je m'en rappelle. Puis j'ai dit, là, je peux pas arrêter de vivre. À un moment donné, si tout le monde me dit que c'est normal, je vais vivre comme si c'était normal. Mais tu sais, je marchais, puis voyons donc. Là, tu sais, j'étais au cinéma, puis il fallait que je m'étire le ventre pour être capable de respirer, parce que j'ai l'impression d'être tout compressée. Là, j'ai mangé du popcorn. C'est la seule chose que j'ai réussi à manger dans la journée. Mais le soir, je me couche, puis là, ça fait pas, je suis comme, je vais être malade. Tu es malade, puis là, je regarde mon chum, puis je suis comme, c'est pas normal, là. C'est pas normal. Puis, tu sais, il l'avait dit, il dit, si t'es malade, là, lève le drapeau, c'est pas normal. Donc, on a appelé la clinique le matin, vers comme 6 heures le matin. Il était comme, OK, viens-t'en. Ils ont fait une échographie. Ils ont dit, on t'envoie à l'hôpital tout de suite, tu transfères. Puis, tu vois, j'ai resté 4 jours à l'hôpital. Ils ont mis un drain, ils ont enlevé le liquide. Puis, en fait, la raison pourquoi ils considèrent ça dangereux, c'est juste que mon urine était devenue extrêmement concentrée, puis mon sang était devenu extrêmement concentré aussi. Donc, c'était très dangereux pour mes reins, puis c'était très dangereux que je fasse un caillot. Parce que dans le fond, pour produire ce liquide-là, ton corps, il le prenait dans le sang. Probablement, exactement. Déshydraté. Ben, c'est ça. Fait que là, ça devenait difficile parce qu'éventuellement, mes reins pouvaient lâcher. Mais là, je parle dans un cas extrême. Oui. Puis l'autre point, c'était qu'il y avait tellement de liquide que ça pouvait rentrer dans les poumons aussi. Éventuellement. Fait que ça, c'est comme un grade beaucoup plus grave. Mais tu sais, si c'était pas traité, ça peut éventuellement empirer, puis ça peut vraiment dégénérer. Donc, ils m'ont traité pendant 4 jours à travers tout ça. Puis là, j'ai eu 2 semaines d'anticoagulants à prendre à travers des injections. Fait que moi qui pense avoir fini avec les injections, j'ai eu 2 semaines. Puis là, on parle de... Ça n'a jamais été diagnostiqué, puis j'ai vraiment posé la question plusieurs fois. Mais j'ai eu, tu sais, avec ça, je ne veux pas, c'est une dose d'hormones qui est extrêmement élevée. Puis à partir du moment où tu as les menstruations, ce que je me suis fait expliquer, c'est un peu comme un reset de ton corps. Fait que tes hormones chutent, retombent à zéro, retombent au niveau normal. Puis là, après, ça reprend comme un nouveau cycle. Donc, moi, ce que j'ai l'impression qui est arrivé, c'est un peu dans un concept de postpartum. J'ai des hormones extrêmement élevées qui ont chuté rapidement. Puis tu vois, je suis pas mal sûre que dans les semaines qui ont suivi, il y a eu un gros débalancement hormonal qui a fait que j'étais probablement pas dépressive, mais j'étais pas loin d'être ça. Il y a eu, ça peut être tout l'impact aussi du processus, mais j'ai l'impression que ça a énormément impacté comment je voyais les choses, puis j'avais pas d'énergie, j'étais fatiguée, j'ai trouvé ça extrêmement, extrêmement difficile dans les semaines qui ont suivi. Puis tu vois, ça, personne n'en avait parlé. Que, tout le monde parle, OK, de la ponction, ça fait-tu mal ou pas? C'est les questions. Ça fait-tu mal? Combien de temps ça fait mal? Puis après, qu'est-ce qui arrive? Mais c'est rare que, que j'entendais parler que ça se peut qu'après, tu aies un état dépressif ou ça se peut qu'après, tu sois dans un état qui soit extrêmement difficile ou tu sois dans une passe un peu plus noire, on va dire ça comme ça. Puis moi, ça m'a pris un mois et demi avant de comme ressortir de cet état-là puis de revoir la lumière au bout du tapis, de vouloir revoir des gens. On dirait que j'étais dans ma petite bulle puis j'avais de la misère. Je n'étais pas fonctionnelle. J'avais de la misère à fonctionner, comme juste faire mon quotidien. Je ne sais pas si, comme je disais, c'est une dose avec les hormones. Moi, c'est ma théorie à dessous de personnes qui n'ont pas étudié en psychologie. Mais bon. Mais moi, il me faisait prendre un cycle de pause entre 2 transferts, là, justement, parce qu'il disait que
tu sais, ça continue un peu, là. Fait que l'affaire du reset, un médecin pourrait nous le confirmer ou pas, là, mais c'est long à fort être possible là, que ouais, ça continue par après. Là, ça s'en va pas par en la fente. vie. Non, non, c'est ça, exact. Ouais. Puis, as-tu des anecdotes cocasses là, d'injection, des affaires là, que tu ne serais pas Oh boy. attendu? J'étais pas capable de m'injecter par moi-même. Moi non Je plus. disais, non, OK. J'aurais pas été capable. Pas que je suis pas capable physiquement, Oui. c'est Psychologiquement, là, je n'étais pas Moi non. capable de me mettre, de me regarder mettre une aiguille dans mon corps. Ça marchait pas. Moi non plus. Puis on a la chance d'avoir une infirmière qui habite à côté de chez nous comme voisin. OK. Oh mon Dieu. Puis j'ai reçu un appel de l'hôpital. Je ne me rappelle plus exactement c'est pourquoi, mais je pense j'avais une prise de sang, puis mes hormones n'étaient pas correctes ou il manquait quelque chose. Fait qu'il me dit, il faut que tu prennes cette injection-là maintenant. Pour que ça balance. Puis c'était juste avant la ponction. Puis c'était comme, mais celle-là, il faut que tu apprennes là. Ouais. Mon chum n'était pas là. Et là, j'étais tout seule chez nous. C'est au téléphone, OK. Oui, elle me l'avait dit au téléphone. Oui. Non, donc, j'étais toute seule chez nous. Mon chum n'était pas là. Puis j'ai appelé, puis je suis comme, mais t'arrives dans combien de temps? Puis tu sais, je paniquais. Puis je suis comme, oh non, il faudrait que je le fasse par moi-même. Puis on dirait que gros blocage, pas capable. Moi, je préfère aller sur la rue puis demander à un passant. J'ai déjà fait ça. Ben, pas un passant, mais demander à quelqu'un d'autre de venir te le faire. C'est quelqu'un qui me dit, je suis pas à l'aise. Oui, mais c'est ça. Faut que je te pique. Je suis pas capable. Je trouve ça extrêmement courageux, les personnes qui le font par eux-mêmes, parce que honnêtement, je trouve ça vraiment difficile. Fait que j'étais allée cogner chez ma voisine, qui était pas là, qui était à l'hôpital à ce moment-là. Donc, elle s'est dépêchée à revenir. Elle finissait son corps, fait que ça allait bien. Mais elle s'est dépêchée à revenir pour me donner l'injection, qui était, si je ne me trompe pas, c'était la progestérone sur la fesse. Oui, mais que là, tu peux vraiment pas te le mettre. C'est plus difficile. Parce que tu peux pas te mettre dans la cuisse, sinon c'est pas vraiment. Non, c'est ça. C'est une grande aiguille qu'il faut injecter très tranquillement. Fait que là, on m'avait dit, tu peux pas la faire toute seule, même si tu voulais, là, celle-là. Là. Elle est plus difficile. Ouais. Ça se fait vraiment désespéré, mais mettons que c'était pas ma préférence. À ta dépense. Il faut dire que celle-là est vraiment douloureuse parce que c'est un liquide qui est épais, qui reste, on dirait, dans la zone. Puis là, c'était comme, il faut que tu chauffes avant. Puis là, tu masses pour t'assurer que c'est bien répandu. Puis je me rappelle, je prenais des bains après pour m'assurer que comme ça faisait moins mal. Parce que c'est tout le temps dans la même zone. Puis à un moment donné, comme je disais, ça a bien saturé. Puis comme, non, encore, là, je suis plus capable. Là, ça fait un X, genre, tu vois, c'est les injections. Tu essaies de changer. Des cicatrices. Pour vrai? Mon Dieu. Tu sais, on va dire oui. Oui, sûrement, là, à un moment donné. Fait que tout ça pour dire que finalement, c'est ma voisine qui est venue faire mon injection. Ouais. Mais ça, c'est quelqu'un qui vit de l'adversité. Disons-le, la majorité, on l'a vu là, avec l'épisode COVID, là, sont capables de donner le vaccin. Oui. On peut aller à notre pharmacie, la majorité. Ils vont charger avec un frais, là, mais ils vont. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, là, ils peuvent te le faire. Parce que moi aussi. J'étais à la clinique. Moi, les rendez-vous, tu sais, je trouvais ça tellement... Il y en avait tellement souvent lourd, ça. Fait que je fais comme, hey, garde tes énergies, j'ai pas besoin que tu sois là, tu sais. Fait que j'allais souvent tout seul, puis là, j'y allais. Puis moi, je m'attendais juste à ce qu'elle me dise, parfait, tu sais, on va te découper. Juste suivi, là. Là, elle me dit, non, c'est ça, mettons, tu sais, c'est pas encore prêt. Fait que là, il faudrait te faire une injection là, va à la pharmacie. Oui. Et là, moi, je suis sur la rive sud. Nous, on habite à Montréal. Mon chum est au centre-ville. Impossible, tu sais, c'est quand même tôt le matin, mais moi, je m'en vais travailler. Ça arrive sud après. Et là, je vois la panique. Là, je suis comme... Là, je pars à pleurer. Ben oui. Dans le bureau de l'infirmière. Mais là, mon chum, elle a eu pitié de moi. Va chercher à la pharmacie. Ouais. Tu reviendras dans 2 patients. Tu sais, mais c'est ça. Mais tu sais, comme quand tu sais pas qu'il y a d'autres solutions, j'aurais juste pu aller à la pharmacie puis pas la décharger. Mais en même temps, c'est sûrement. Deux fois que j'ai pleuré, ça se compte plus dans ces périodes-là. Mais en même temps, c'est que t'as tellement... Ta charge mentale est tellement forte. Tu sais, tu veux tellement t'assurer que tu le prends au bon moment, parce que si tu le prends pas au bon moment, mais là, tu recommences au complet, puis tu perds encore tes chances. C'est comme, mais la pression que tu te mets est tellement grande, plus c'est normal, que ça fait que, on dirait que tout devient une montagne. Des petites choses deviennent tellement difficiles à surmonter. Juste la piqûre, s'assurer de la prendre à la bonne heure. Oui, mais là, il faut que je pense à telle affaire en même temps que ça. Puis là, tu as le travail aussi à gérer à travers ça. Tu as ta vie normale, on va dire ça comme ça, que tu essaies de continuer de vivre, à travers des soupers d'amis, des choses comme ça. C'est ça que j'ai te demandé tantôt, parce que tantôt, on parlait d'en parler à son entourage. Oui.
au travail, moi, Oui. je me sentais pas dans un environnement. Je me sentais pas à l'aise d'en parler. OK. Parce que je savais que des fois, il y avait de la répercussion sur les filles. Ah, Tu sais, comme t'entends, OK. tu sais, rien de dit ouvertement, Ben non. mais tu sais, juste des petits, tu sais, cette personne-là, quand elle va revenir de son congé de maternité, tu sais que tout est à recommencer, ou, tu sais, des petites Ouais. affaires comme, tu sais que c'est mal vu, là. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, cette C'est fille-là, pas une culture qui elle fait pas encourage. garder ses enfants, elle vient pas au 5 à 7, elle est pas. OK. Tu sais, des affaires comme ça, là. Fait que, tu sais, moi, je savais que non, j'avais pas envie d'en parler. Ouais. Puis j'avais une amie, là, elle, là, elle était en traitement de fertilité. Elle en parlait super ouvertement avec Ouais. sa boss, qui était derrière elle, puis qui espérait, puis on espère que ça va marcher. Ouais. Fait que toi, tu te positionnais où? Là? Moi, j'ai la chance d'avoir un patron qui est OK. extrêmement ouvert à ça. On avait une bonne relation, on avait une belle transparence dans tout ça. J'ai tenté le terrain un peu, j'ai expliqué un peu où est-ce que je m'en allais avec ça. Puis, tu sais, un peu le même conseil, tu sais, dans le sens que c'est une entreprise qui était principalement dirigée par des hommes, donc toujours un peu cette crainte-là de est-ce qu'ils vont comprendre? Donc, c'est peut-être une généralité. J'ai l'impression des fois c'est plus facile d'en parler avec une patronne femme, mais pas tout le temps, là, mais fait que j'avais un peu peur de ce côté-là. Mais tu sais, mon patron a toujours été très transparent sur le fait que lui avait 2 petites filles, puis que, tu sais, il partait des fois à 2h30 parce que c'est lui qui était en charge d'aller chercher ses filles à l'école à 3h, puis que ben, c'est lui qui s'en occupait après. Donc, tu vois qu'il valorisait aussi sa vie de famille, ce qui m'a permis d'ouvrir un peu la porte puis de faire comme, ben nous, on essaye. Puis là, je rentre dans des traitements de fertilité, puis je trouvais ça important d'être honnête de ce côté-là parce que je voyais justement l'ensemble des rendez-vous que ça prenait. Puis je me dis, c'est sûr que ça impacte qui veut pas le travail. Je me dis, s'il me book un meeting, je fais comment, moi, pour justifier que je peux pas le prendre? Tu sais, je te prends en clinique. Tu sais, ou tu sais, si c'est en présentiel ou quoi que ce soit, on était principalement à distance, là, fait que ça se faisait bien. Mais fait que ça m'a permis d'y en parler, puis il était extrêmement ouvert de ce côté-là. Là, tu sais, il y a plusieurs fois qu'il il me laissait aller, puis tu sais, c'était comme, tant que tu fais ce que tu as à faire, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas à me rendre des comptes. Puis ça, pour moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Puis ça a enlevé un immense stress parce que je ne vais pas le cacher. Tu sais, parce que Ben oui. Parce que moi, il y avait ça. Tu sais, moi, je faisais ce que j'avais à faire. oui, Tu sais, plus. non, mais tu sais, j'avais mon éthique de travail. Ben oui. Tu sais, je savais que quand même bien que je vais à la clinique à 10 heures, Ouais. ben, tu sais, j'allais rattraper mes. Tu sais, fait que ça, j'étais correcte avec ça. Ouais. Tu sais, j'étais à l'aise Oui. dans mon côté éthique, mais c'était d'en parler à tout. J'étais trop stressée. Ouais. Qui m'appelle, qui, tu sais, Oui. qui arrive, qui sache, qui me traque avec moi. J'avais un téléphone de job. Ah oui, oui. Fait Puis qui voit où est-ce que oui, tu c'est es. ça, tu sais. Ah, ben Mais oui. finalement, c'est peut-être juste moi qui s'est bâti ça. Puis, tu sais, j'aimerais ça qu'on puisse vivre dans un monde où est-ce que tout le monde peut être à l'aise d'en Ouais. parler au travail, tu sais. Mais tu sais, je pense dans les points, tu sais, si on parle de points des fois qui sont un petit peu plus difficiles, je regarde, nous, on a la chance d'avoir quand même une bonne assurance au travail, mais les traitements de fertilité, les traitements qui ont en lien avec le corps de la femme, au niveau de fertilité, la majorité n'était pas couverte. OK. Les prises de sang n'étaient pas couvertes, la majorité n'était pas couverte, les médicaments n'étaient pas couverts. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne passaient pas nécessairement au niveau des assurances. On a eu la chance, parce qu'il y en a certains, mais même là, je trouve qu'il y avait un gap. Parce que si je disais que c'était parce que j'avais un problème médical, exemple, des ovaires polykystiques ou quoi que ce soit, qui est une maladie, si on veut, ça pouvait passer si c'était dans le but de concevoir un enfant qui n'est pas techniquement une maladie. En plus, ça débatte. Oui, j'attends vraiment. Je ne sais pas si c'est considéré ou pas. Oui, que. Oui, mais. Oui, mais non. Ouais, c'est comme. ça. Je pense que ça peut Ça- être dans une zone grise, dépendamment de comment tu le perçois. C'est ça. Fait que, dépendamment comment tu le présentais aux assurances, peut-être que oui, peut-être que non. Tu sais, l'échographie était-tu couverte ou pas si tu allais au privé, ça dépendait. Tu sais, ça dépendait beaucoup comment c'était présenté. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a touchée. Parce que je me dis, nous, on a la chance, comme je disais, d'avoir une assurance qui est quand même relativement bonne. Mais je regardais juste les frais en médicaments la première année, elle s'est élevée à plus de 6 000. Tu sais, Oui, c'est immense. Là. Puis ça, tu sais, on avait la chance de rentrer dans la gratuité de la FIV à ce moment-là. Je me disais juste, les médicaments, c'était 6 000 là. Puis tu sais, si tu n'as pas d'assurance pour couvrir ça, c'est beaucoup d'argent. Là. Tu sais, puis c'est pas tout le monde qui est en mesure de couvrir ça. Plus. Fait que, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui devraient changer au niveau de la fertilité.
à commencer par ce qu'on dit au début, la perception que c'est si facile que ça, tomber enceinte. Puis en même temps, tu veux pas non plus dire aux jeunes enfants, aux jeunes adolescents, inquiète-toi pas, ça peut être difficile. Vous avez l'occasion d'en faire à 16 ans. Non, c'est ça, il y a une balance entre les deux, il y a un raisonnement à avoir. Mais je pense qu'à un certain âge, peut-être rendu un petit peu plus tard au niveau de l'éducation, à l'université ou quelque chose comme ça pourrait être intéressant d'avoir un peu plus d'éducation. Puis peut-être que ça s'offre actuellement, puis je ne suis pas au courant. Mais je pense que d'avoir des conférences sur le sujet, d'avoir des gens qui viennent en parler, ça aiderait énormément parce qu'il y a tellement de non-dits, il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Puis, de savoir les différentes maladies. On parle souvent ITS, MTS, je ne me rappelle plus c'est quoi la bonne manière de le dire, mais c'est rare qu'on va parler de l'endométriose, des ovaires polykystiques, des fibromes, de toutes des polypes, de toutes les choses qui peuvent affecter le cycle menstruel féminin et même au niveau masculin. On n'en parle pas beaucoup. C'est plus tard, quand tu arrives dans ta vie d'adulte, souvent au moment de concevoir, que là, tu fais « Hey! Il y a telle chose qui arrive. » J'ai vécu toute ma vie avec un cycle régulier, puis je ne savais pas parce que je prenais la pilule. Ben là, mais je fais quoi? C'est normal? C'est pas normal? Puis là, tu as un médecin qui dit mais souvent, continue à prendre la pilule, c'est correct. C'est pas tout le monde qui va te dire creuse un peu plus loin. C'est dépendamment du type de médecin, mais c'est pas nécessairement. C'est ça. Je pense que c'est en train de changer tranquillement, de par les connaissances qu'on a. Le cycle menstruel qui devient vraiment là, un signe vital. Oui. C'est un signe de la santé. Oui, c'est ça, oui. Donc, de plus en plus, je pense qu'on y arrive. Lentement, mais sûrement. Là, oui, je pense que oui. Puis, je veux dire, on recule dans mon cas. Je sais que moi, quand c'est arrivé, ça faisait quand même un bon 10 ans. Là, mais c'est sûr que ça change tranquillement. Mais je regarde aussi, dans mon cas, j'ai une petite fille. Bien, c'est sûr que mon approche va être extrêmement différente envers elle. Premièrement, parce que de ce que j'ai compris, les ovaires polykystiques, ça peut être transmis de manière héréditaire, génétique. Donc, c'est sûr que la première chose que je vais valider, que je vais vouloir voir avec elle, c'est ça a l'air de quoi? C'est son cycle à elle. Puis si je vois qu'il y a des enjeux, on va essayer de les prendre plus tôt à la source, puis d'essayer de mieux comprendre d'où ça vient, de les régler de la manière qu'on peut. Si on ne peut pas, d'essayer de trouver un mode de vie qui fait du sens, mais au moins qu'elle soit informée de ça, puis que ce ne soit pas une surprise. Qu'elle n'arrive pas au moment qu'elle veut des enfants, si elle en veut un jour, le choix sera le sien, mais qu'elle n'arrive pas avec cette surprise-là. Déjà de savoir, ça permet de mieux se préparer. Puis juste dire, j'ai le temps, puis parce que là, de plus en plus, les médecins réalisent que, OK, ben oui, non, passé 30 ans, effectivement, on est beaucoup moins fertile qu'à 20 ans. Donc, chaque mois, on se fait dire ça. Je sais pas si toi, tu te faisais dire ça. Chaque mois compte. Oui. Oui, c'est zéro stress ici. Je sais. Oui. Lâche prise, pense-y plus, mais chaque mois compte. Exact. Mais pense-y plus. Non, c'est ça. En fait, si tu stresses, ça impacte aussi. Oui, c'est ça. Stresse pas. Voyons. Je sais pas si c'était ça, l'émission Fort Boyard. Oui. Prends ton temps, mais fais ça vite. On se sent un peu comme ça. Oui. Arrête d'y penser, mais oui, fais tout dans ton pouvoir pour que ça fonctionne. C'est ça. Mais stresse pas. Mais pense pas, là. Non. C'est ça. Voyons, ça marche pas. Mais en même temps, regarde ce que tu manges, regarde ce que tu bois, fais de l'exercice, mais pas trop. Pars en voyage. T'as-tu eu ça, toi? Non, mais dans ce temps-là, je partais en voyage. Ça changeait. Tu partais déjà en voyage? Dans nos vacances, dans ce temps-là, pour l'enfant, on partait en voyage. Oui, c'est ça. Mais nous, on se fait souvent dire, oui, mais c'est quand tu y penses pas que ça arrive. Oui. Oui, mais je veux dire, je pense tout le temps, ça n'arrivera jamais. Là. Je veux dire, ça marche pas. Là. Mais ma deuxième, parce que là, moi, je pensais qu'en fait, ils m'ont opéré, ils m'ont enlevé une trompe. J'avais un hydrosalpinx, c'est une des trompes, finalement, qu'ils ont vu après des années. Oh my God. Je sais pas si c'est apparu. Tu sais, je fais aussi de l'endométriose. Oui. Fait que là, moi, ils m'ont opéré, ils m'ont enlevé la trompe, puis le transfert d'après, ça marchait. Fait que là, j'étais là, yes! Oui. Ils ont trouvé le problème. Ils ont trouvé le bobo. Moi, l'infertilité, c'est derrière moi. Mais non, mais c'est ça. Fait que là, nous, on a acheté là, la poussette double, on voulait avoir des enfants. Fait que là, tu sais, quand pandémie est arrivée, la mienne avait 9 mois, mais c'est drôle. Le dernier jour avant les fermetures complètes, moi, j'étais à la clinique de fertilité. Puis là, c'est ça, je faisais quand même attention. Mais bref, ça pour dire que finalement, tu sais, ça a pris du temps. Puis là, moi, mon projet d'entreprise, de couple, etc., tu sais,
j'avais ça en tête, mais je Ouais. travaillais là-dessus comme en hobby au début, tu sais, ben on voulait un deuxième enfant, fait que, tu sais, comme ça ira après. Oui. Puis là, à un moment donné, bon, ben, tu sais, comme, là, ça a pris plus de temps, finalement. Oui. Là, je le fais quand même, puis tu sais, le deuxième arrivera. Quand il arrivera. C'est ça. Fait que je commande mon moule pour faire les coupes menstruelles. Oui. C'est un bon achat, ça prend des mois avant que le moule soit prêt, après ça, tu sais, fait que je tombe enceinte. Je commande mon moule. Et voilà. Je tombe enceinte. Et il y en a qui disent, ah, mais tu vois, il fallait lâcher prise. Oui. C'est un addon. Tu sais, si on est ésotérique, on croirait que, ben oui. On sait pas. C'est une question de probabilité aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que là, ben, finalement, moi, je suis dans la fête. Bon, on fait ce qu'on peut, mais on s'adapte. Au bout du compte, t'as pas de contrôle sur rien. Ben non, ta mais vie c'est la meilleure que tu peux. ouais, c'est ça. Tu sais, c'est un peu ça, avoir des enfants, là. Oui. T'as plein de choses qui arrivent, c'est hors de ton contrôle. Oui. Tu t'adaptes, puis, tu sais, bon. C'est ça. On fait tout de notre mieux. Ben oui. Mais oui, effectivement, celle-là, là, Ouais. lâche prise, puis d'où le nom. C'est ça, de lâcher prise. Exact. Oui, c'est ça. Puis, ben, pour finir chaque Oui. épisode, je demande toujours à l'invité si ça se souvient de comment elle a vécu ses premières menstruations. Toi, est-ce que tu t'en souviens? J'ai des bribes, des Oui. petits moments. Chez nous, c'était célébré. Je sais Oui. je sais pas si c'est commun. Honnêtement, j'ai jamais parlé de ça avec mes amis ou quoi que ce soit. Il y en a beaucoup. Dans les C'est familles où célébré? est-ce que c'est ouvert? Ouais. Pas tout le monde, mais ouais, il y en a quand même Ouais. une couple là, qui nous a raconté ça. Oui, puis je me rappelle juste, je sais pas si c'est un événement où ils sont venus pour ça. Probablement qu'il y avait un événement puis qu'ils sont pas venus pour ça. Mon cerveau s'en rappelle plus, j'avais avoir comme 12-13 ans. Puis je sais que ma grand-mère m'avait félicité. Fait que ma mère avait dit à ma grand-mère que j'avais eu une menstruation. Je sais pas si je le referai aujourd'hui. Je vais rire rendu là quand j'aurai à vivre cette étape-là. Puis j'avais reçu un collier pour me dire que j'étais maintenant dans une femme. OK. Oui, fait que je me rappelle de ça. Puis après, ben, tu as toujours la première fois que tu dois mettre un tampon. Oui. Oui, mais c'est ça. Mais toi, la première fois que tu es tombée menstruée, est-ce que tu connaissais les menstruations? Là? Chez vous, c'était ouvert? Je n'avais entendu. Je pense que oui. Je pense que oui, parce que je me rappelle pas avoir été extrêmement surprise. Genre, t'es surprise de le vivre, mais pas nécessairement de qu'est-ce qui arrivait. Je sais pas si tu vois la différence. Mais tant mieux, si tu Ouais. t'en souviens pas, c'est probablement parce que pour toi, tu n'as pas eu un gros choc, un traumatisme. En guillemets. Non, mon traumatisme, c'était vraiment, je pense que c'était la même fin de semaine. Écoute, je me rappelle, c'était en mai. La célébration. Oui, mais tu sais, il y a des moments qui te marquent. Puis c'était en mai, parce que j'étais allée chez une de mes amies à ce moment-là. Puis sa fête, c'est le 31 mai, puis c'était pour sa fête. Fait on sait que c'est dans ces zones-là. Je suis contente de partager ça avec tout le monde. Puis, je me rappelle, elle avait une piscine, sa piscine était ouverte, et là, je voulais aller me baigner. Puis, je me rappelle avoir eu la réflexion, mais je fais quoi? Fait que, tu sais, ce premier moment-là, que tu fais, oh, puis c'est des choses que je n'avais pas pensé. Tu sais, on ne m'a pas nécessairement montré comment faire. Et tu sais, la première fois que tu mets un tampon, c'est toujours marquant. Fait que tu as décidé de te mettre un tampon pour aller dans Ben, c'est ça. piscine. Oui, Okay, bon. oui. Je ne me rappelle pas comment ça a été, mais je me rappelle que je l'ai fait. Oui, fait que c'est pas mal mes menstruations. Tu vois, c'est un moment très spécifique dans ma vie. Oui, ça m'est resté, marqué. Hey, c'est bon, puis c'est fun de savoir que tu étais dans une famille où est-ce qu'il en parlait. Ouais. Puis là, j'entends déjà une activiste Solène qui dit « Oui, mais tu sais, vous savez que quand on a des menstruations, on ne devient pas nécessairement une femme. » Mais non. Hein? Donc, non. le collier pour te célébrer. Tu sais, parce qu'on reste quand même une petite personne. Hein? On est encore un petit enfant. C'est ça, exactement. C'est une étape de plus. Hein? Maintenant, on est une personne menstruée. Mais c'est ça, mais t'es pas plus une femme. Mais bon, nous, c'est comme ça qu'on l'avait vécu. Ben oui. Je te confirme, ça a pris des années avant que je devienne une vraie femme. Oui. Moi, c'est pas fait tout de suite. Ben merci beaucoup, Merci d'avoir reçu. J'apprécie. C'est super inspirant. Puis, c'est ça, parlons-en. Oui. Comme ça, ben, un jour, ce sera un sujet normal. Peut-être un peu moins tabou. Oui, exact. Ouais, ça va donner un peu de liberté. Merci. Merci à toi. Bye.